Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Aujourd'hui, j'ai reçu Jonathan Charret, un spécialiste sur le sommeil. En fait, Jonathan étudie le lien entre le sommeil et les performances sportives. On le sait, le sommeil, c'est une habitude de vie qui est extrêmement importante. On en parle de plus en plus, mais souvent, je me rends compte que les jeunes ne savent pas c'est quoi bien dormir, puis on a tendance à banaliser l'impact du sommeil sur notre santé et notre longévité. Alors, j'avais plein de questions à poser à Jonathan. Donc, on parle de vraiment l'importance du sommeil, des trucs pour améliorer le sommeil, le lien entre le sommeil et le sport et l'activité physique, la récupération et tout ça. Donc, c'est un podcast qui était vraiment intéressant. On couvre plein de sujets. Ça va certainement t'aider. Alors, je te recommande fortement d'écouter ce podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Merci, Jonathan, de prendre le temps pour être sur le podcast. C'est vraiment apprécié. Comme je te disais, moi, j'ai comme eu ton nom de Nadia, Nadia Gosselin, qui, elle, est dans... rappelle-moi, c'est quoi le nom déjà? Est au Krems à Ouais, l'hôpital Sacré-Cœur. c'est ça. Puis par la suite, elle m'avait envoyé un article sur Radio-Canada, comme quoi c'était justement sur les athlètes, plus précisément les joueurs dans le temps de la bulle, dans la Ligue nationale de hockey, je pense que c'était l'été 2020. Puis là, on voyait une différence au niveau du sommeil, de la récupération des athlètes. Fait que là, j'ai comme lu ça au complet, puis j'invite les gens à écouter, à lire ça. Là. Je vais mettre l'article dans la description du podcast. C'est super intéressant, c'est vraiment le fun à lire. Puis c'est là que j'ai comme appris à connaître qu'est-ce que tu faisais un peu, mais pas plus que ça. Fait que pour moi et pour les auditeurs et auditrices, qui est Jonathan Charret, d'où vient ton intérêt pour le sommeil? Explique-nous ça, ça peut être très intéressant. Merci de m'accueillir et de donner l'opportunité, Alexandre, de discuter sommeil et performance sur ton podcast. C'est Mhm. toujours des belles occasions pour promouvoir les saines habitudes de vie, mais surtout envers le sommeil. Mon parcours, très simplement, parcours scolaire, j'ai un baccalauréat en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Par la suite, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Sherbrooke aussi. Je me suis attardé sur le sommeil et le vieillissement avec le docteur Dominique Lorrain et ainsi que la douleur chronique pour ensuite me diriger vers l'Université Laval sous la gouverne, ou plutôt sous la supervision de Dr. Céline Bastien. Là, je me suis concentré vraiment sur les étudiants athlètes et les athlètes et leur sommeil et performance. Par la suite, au courant de mon doctorat, je suis allé à l'Université de l'Arizona travailler avec la NCAA Division 1, les Wildcats, avec Dr. Michael Gradner, faisait l'évaluation des équipes de football, basket, volleyball, natation, en fait, toutes les équipes pour leur sommeil. On donnait des suggestions aux entraîneurs. Je suis revenu au Québec compléter mon doctorat avec Dr. Bastien. Et maintenant, je suis à l'Université de Calgary. Je fais mon post-doctorat en kinésiologie avec le docteur Charles Samuel et Penny Wartner, qui est la rectrice du département de kinésiologie. Encore une fois, je me concentre sur le sommeil et les étudiants athlètes. Je développe un questionnaire spécifiquement dédié aux performances et au sommeil pour les étudiants athlètes, pardon. Et je suis aussi un membre du comité exécutif de la Société canadienne de sommeil et je suis aussi un professeur adjoint à l'Université Laval pour l'école de psychologie et dernièrement, je suis le directeur du service au sommeil et aux athlètes à la clinique médicale Center for Sleep et Human Performance à Calgary. OK, quand même. Fait que, je pense que tu es la bonne personne pour jaser de sommeil et performance. Ouais, ben, j'ai quelques petites connaissances ici et là que je peux discuter avec vous, c'est certain. Ouais, c'est ça, ça va être intéressant parce que, écoute, comme je te disais tantôt, le sommeil, c'est, selon moi, l'habitude de vie la plus importante. Ça va réguler toutes les fonctions du corps humain. C'est associé justement avec les performances sportives, le niveau de récupération, longévité, tout ça. Je pense que presque tout le monde aujourd'hui, en 2021, on le sait que c'est important de bien dormir, mais pourtant,
on dirait que c'est pas trop mis de l'avant. Ben, c'est mis de l'avant par les coachs, on entend souvent parler, mais on dirait que les gens comme prennent l'information, puis on voit pas vraiment d'action concrète, du moins en règle générale, là, pour améliorer le sommeil. On dirait que c'est comme, on n'a pas trop, on est comme dans un mode un peu plus, on dort, fait que là, on voit pas de bienfaits directement, où c'est moins sexy vendre l'importance du sommeil versus la technique d'entraînement très avancée, le régime alimentaire plus spécifique et tout ça. Souvent, c'est comme mis de l'avant, mais pourrais-tu nous démontrer là, ou nous expliquer un peu plus en détail le lien entre le sommeil et les performances sportives, à quel point c'est important, qu'est-ce que tu as vu dans les dernières années? Oui, ben en fait, il faut regarder pourquoi le sommeil n'est pas mis de l'avant autant que les autres sphères de l'entraînement ou les sphères de vie, telles que la nutrition ou l'entraînement physique. Tout simplement, le sommeil, c'est un comportement qui est inconscient. Fait que, souvent, on va se réveiller, on a dormi, on a fait ce qu'il fallait. On n'a pas vraiment l'adaptation ou la reconnaissance de est-ce que c'était une bonne nuit ou une mauvaise nuit. Les gens n'ont pas développé cet outil de voir, bon, ben, c'était vraiment récupérateur. Contrairement à un entraînement, les gens vont sortir de la salle de gym ou de la piste ou du terrain, ils vont être raqués, puis ils vont avoir l'impression d'avoir bien travaillé. Puis la même chose est pour la nutrition. On sait que si on s'en va manger du fast-food, on se sent moins bien. Là, on a un effet quasiment cause à effet. Ou quand on mange bien, mais évidemment, on n'a pas cette cause-là, on a le côté inverse. On se sent bien, on se sent bien dans sa peau. Le sommeil n'a malheureusement pas cet impact-là. Le sommeil, c'est très subtil comme impact. C'est à long terme. Ouais. Parce que quelqu'un qui a une mauvaise nuit, il va faire sa journée de toute façon. Quelqu'un qui a 5 bonnes nuits en ligne va faire sa journée probablement de la même façon. Puis, dépendamment de la population avec laquelle on travaille, comme un athlète, c'est que la différence entre une mauvaise nuit et une bonne nuit sur sa performance n'est pas excessivement grande. Il ne faut pas non plus essayer de vendre des choses qui ne sont pas vraies avec le sommeil. C'est que la différence va se trouver toujours entre le 1 à 3 Et tout le monde sait très bien qu'au niveau élite, 1 à 3 fait la différence pour une bonne performance ou une performance qui est normale ou même médiocre. L'exemple que j'ai souvent donné à travers mes explications, c'était au travers de ma recherche, mon intervention de sommeil avec mes étudiants athlètes ou mes participants. Ceux qui dormaient les temps recommandés par notre recherche, comparativement à ceux qui ne le faisaient pas, augmentaient ou amélioraient leur performance d'environ 3 Okay. Au niveau statistique, ce n'était pas significatif, mais au niveau clinique ou sportif, c'est très significatif. Puis la façon de le démontrer, c'est on a pris Usain Bolt, qui est des années-lumière en avant de tout le monde, puis on a soustrait 3 de sa performance. Ce qui fait en sorte que Usain Bolt n'aurait jamais atteint une finale de sa carrière si on enlevait 3 Ouais, Et c'est ça. pourtant, au niveau statistique, ce n'est pas significatif. Mais donner 3 d'avantage à n'importe quel athlète, il va le prendre tout de suite. Et pourtant, ce 3 %-là est accessible à tout le monde. C'est simplement de bien dormir. Puis, tu sais, l'impact aussi du sommeil va se transférer sur ta nutrition ainsi que sur ton activité physique. Aussi bien soit-il que bien manger va aider tes performances, puis bien s'entraîner va aider tes performances. Il reste que la colle, la glu de tout ça, c'est le sommeil. Tu peux manger ce que tu veux, mais si tu dors 3-4 heures par nuit, ça ne va pas se transformer en bonne nutrition. S'il y a de quoi, l'absence de sommeil va faire en sorte que ton cerveau va produire ce qu'on appelle de la gréline. Puis à partir de là, ça, c'est un hormone qui va faire en sorte que tu vas pouvoir avoir des repas de récompense. Tout le monde sait quand je dis repas de récompense, on ne parle pas d'une salade verte. Non, c'est ça. On parle généralement ça se peut que ce soit du chocolat, pas que le chocolat est mauvais, mais Ouais. ça se peut que ce soit des biscuits, puis ça se peut que ce soit tous ces trucs-là, ces nutriments-là qu'on essaie d'éviter pour une bonne performance. Puis à la suite de ça, le sommeil, à l'intérieur du sommeil, c'est là que se produit la consolidation de la mémoire, la consolidation des nouveaux apprentissages. Les hormones de croissance se produisent lors du sommeil. La réparation des tissus musculaires se produit lors du sommeil. L'amélioration des tissus musculaires se produit aussi lors du sommeil. Donc, une personne qui lève des poids, qui court, peu importe l'activité qu'elle fait, physique, si son sommeil n'est pas adéquat, ses apprentissages ne seront pas optimaux.
sa récupération, donc ses hormones de croissance, la réparation de ses tissus musculaires et la régénération de ses muscles ne sera pas optimale. Donc là, on se retrouve avec un athlète qui a plus de chances de se blesser. Tout ça part du sommeil. Mm. Puis à partir de là, c'est de savoir, bon, c'est beau, c'est bien beau de mettre le sommeil sur un piédestal, mais comment avoir du bon sommeil? Mm. Puis, tu sais, on ne met pas le sommeil de l'avant à cause d'une portion culturelle qu'on a ici en Amérique du Nord avec the early bird gets the worm, you snooze, you lose. Vous les connaissez tous, Ouais, ces c'est ça. fameux clichés. Mais d'un autre côté, on dort environ 33 de notre vie. D'un point de vue évolutif, puis on s'entend que ça fait des années, des centaines et des milliers d'années qu'on évolue. Mm. Si l'être humain a encore besoin de 33 de sa journée pour dormir, le sommeil serait en quelque sorte la pire évolution qui existe sur la Terre, Ouais. si ce n'était pas aussi bénéfique. Mm. Donc là, si on retourne la roue de côté, alors là, on se rend compte de toute l'importance que le sommeil a. À travers toutes ces milliers d'années-là d'évolution, le corps humain a toujours bien besoin d'encore 33 environ de sa journée pour être optimal, pour bien performer au niveau intellectuel et physique. Donc, avec ça, c'est là qu'on se rend compte que le sommeil, ben là, finalement, ça a peut-être une différente importance. Mm. On ne mange pas 33 de notre journée. On mange 3 fois par jour, dépendamment si c'est des collations. On s'entraîne 60 minutes, 90 minutes par jour peut-être. On va mettre 2 heures. Mm. Et ça représente encore beaucoup moins que le 33 du sommeil. Mm. Donc, de là, toute l'importance derrière le sommeil. Mm. Ouais, c'est ça. Puis j'ai déjà entendu dire une citation, une phrase comme quoi que l'être humain était le seul mammifère sur Terre encore aujourd'hui à combattre le sommeil par bon, ben écoute, souvent on se couche un peu plus tard, puis là, on est fatigué, mais là on est entouré d'amis, puis ça, on va durer encore un peu, ou ben, les gens qui travaillent de nuit, tu sais, souvent on est comme très poussé, très porté à négliger notre sommeil, soit par une pression sociale, soit par des obligations qu'on a, mais au final, il reste quand même qu'on est le seul animal justement à négliger le sommeil ou quand on est fatigué, des fois de repousser ça. C'est toujours vrai, j'imagine? Ben, Ah oui, on est les seuls. On est ouais. les seuls et uniques sur la Mhm. Terre qui va faire en sorte qui en fait, allons sacrifier Mhm. des heures de sommeil Ouais. pour soit du travail ou du plaisir simple. C'est-à-dire, on a juste à regarder à l'université. Ouais, c'est ça. Première chose qui est mise de côté, que ce soit pour étudier ou pour d'autres activités extracurriculaires, c'est le sommeil. Mhm. Les étudiants vont encore manger de la même façon, vont aller s'entraîner de la même façon, vont aller à leur cours de la même façon, devraient étudier de la même façon. Mais pour remplir toutes ces cases-là, généralement, la portion qui prend trop de temps à leurs yeux, c'est le sommeil. Ouais, c'est ça. Bon, mais je n'ai pas assez de temps dans ma journée pour dormir 8 heures. Mhm. Je suis un étudiant, donc je peux juste m'accorder 6 heures de sommeil par jour pour que je puisse bien m'entraîner, bien aller à l'école, peut-être un travail aussi partiel sur le côté à temps partiel. Puis, on apprend à l'université. Nos apprentissages à l'université, en fait, ce qu'il faut comprendre à l'université, c'est qu'on apprend comment apprendre. Ouais. Puis là, on est en train d'apprendre que la réduction du sommeil, c'est la façon optimale pour être productif dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Ce qui est malheureusement très, très vicieux, parce que plus qu'on va mettre de côté notre sommeil, vers notre 35-40 ans, puis il est là aussi le piège, c'est que c'est tellement loin en avant que ben, c'est pas grave, je vais avoir le temps de me rattraper. Ouais, c'est ça. 35-40 ans, mais la chandelle vient d'être brûlée par les 2 côtés, les 3 côtés, les 4 côtés, puis il ne Mhm. reste plus rien. Mhm. Puis là, Ah les ouais. gens, ben, ils crachent. Mhm. Puis ils se demandent pourquoi. Bon, mais là, c'est le midlife crisis. Je viens d'avoir mon premier enfant. J'ai ma première maison. Puis là, on essaie de trouver notre bouc émissaire à gauche et à droite, mais la réalité est que ce bouc émissaire-là est à l'intérieur de votre maison depuis le tout début. C'est que vous ne prenez pas soin de votre chambre à coucher, vous ne prenez pas soin de votre sommeil. Puis vous êtes juste en train de brûler vos réserves d'énergie à petit feu, oui, parce que tout le monde est capable de passer à travers une journée avec seulement 5-6 heures de sommeil, je suis d'accord. Mais sur le long terme, les effets délétères vont s'accumuler. Puis une fois qu'ils commencent à s'accumuler, ben, ça peut aller très vite. Est-ce que c'est vrai que, tu sais, comme quelqu'un qui néglige le sommeil pendant 10, 15 ans, les heures de sommeil qu'il a négligées, c'est comme ça, tu peux jamais vraiment les récupérer? Dans... Non, Non, OK. non, non, parce que ça, c'est l'autre côté que j'aime pas du sommeil, c'est qu'il y a beaucoup de bonhommes 7 heures qui se promènent Ouais. dans la société, qui sont des spécialistes de sommeil.
cette fameuse phrase de « on ne peut jamais rattraper de sommeil », si on va dire ça à une jeune maman et un jeune papa, il n'y a plus personne qui va avoir d'enfant. Oui, c'est ça, bon Il y point. a, il y a des jeunes papas, des jeunes mamans qui, malheureusement, ben, c'est la réalité de la chose. Il faut se lever la nuit pour nourrir le bébé. Le bébé va avoir des horaires différents, donc il va faire ses dents, ainsi de suite. Donc là, tu es en train de dire que pour les 3, 6 premières années de vie de l'enfant, le sommeil des parents va être impacté, puis qu'on ne peut pas rattraper ça. Là, c'est qu'on vient de mettre un gros point d'interrogation sur bon, mais de quelle façon qu'on peut faire pour pas que ça soit délétère pour la santé des jeunes papas et mamans à l'extérieur. Oui, une dette de sommeil s'accumule. Est-ce que c'est réversible? Absolument. Ça prend du temps. Il ne faut pas non plus, encore une fois, essayer de vendre du rêve qui n'est pas nécessairement vrai. Il ne faut pas non plus arriver avec nos fourches et nos flammes et essayer de faire peur à tout le monde de si tu ne dors pas bien, voici ce qui t'attend. C'est à partir de là, c'est de connaître qu'est-ce qu'un bon sommeil, qu'est-ce que la personne a besoin, 7, 8, 9, 10 heures de sommeil, mais surtout dans quelle fenêtre d'opportunité. Parce que tout le monde est un dormeur différent. On a nos fameux oiseaux de nuit, qui sont des dormeurs plutôt vers minuit, 1 heure du matin. On a nos early birds, nos oiseaux du matin, qui sont plus des 9-10 heures le soir jusqu'à 5-6 heures le matin. Puis nous avons aussi nos intermédiaires, notre fameux 11 heures à 7 heures. Puis, pourquoi j'explique nos 3 différents dormeurs? C'est parce que le fameux mythe que les meilleures heures de sommeil sont avant minuit, c'est totalement faux. Puis encore là, tant qu'on fait face à des étudiants athlètes ou des étudiants qui veulent s'entraîner à un certain niveau, qui essaient toujours d'aller se coucher avant le fameux minuit, et qui malheureusement essaient de combattre leur opportunité de sommeil qui sont des oiseaux de nuit au niveau circadien, bien, ils se retrouvent au lit à 10 h, 10 h 30 parce que c'est l'heure des athlètes. Ils ne sont pas capables de s'endormir. Puis là, ils font du sommeil un ennemi qui est récurrent parce que le sommeil, c'est la chose avec laquelle tu termines ta journée et c'est la chose avec laquelle tu débutes ta journée. C'est quand même assez important. Oui, Donc vraiment. là, si vraiment tu es en train de combattre ton sommeil, puis malheureusement, c'est d'une façon inconsciente, parce que tu crois que tu fais la bonne chose en allant te coucher tôt, une des choses que je dis à mes patients et à mes athlètes avec qui je travaille, la pire chose que tu peux faire, c'est aller te coucher trop tôt. Pas trop tard, mais bel et bien trop tôt. Ah ouais. Si tu te couches à 10 heures le soir, mais que tu n'es pas somnolent, oui, tu vas être fatigué. Tout le monde est fatigué vers 10 heures, surtout un étudiant. L'étudiant, bon, il y a l'école, comme j'ai dit, il y a peut-être un travail à temps partiel, il y a ses entraînements, il y a sa vie sociale, son assiette est bien remplie. Donc, vers 10 heures, il va être fatigué. Cependant, cet étudiant d'une vingtaine d'années-là, est-ce qu'il est somnolent? Si la réponse est non, cet étudiant-là, cette personne-là ne devrait pas être au lit. Elle devrait être plus tard lorsqu'elle va s'endormir à l'intérieur de 30 minutes. C'est toujours ce qu'on essaie d'obtenir, un endormissement initial à l'intérieur de 30 minutes, suivi de 0, 1 ou 2 éveils par nuit, avec la capacité de se réendormir dans une quinzaine de minutes, 20 minutes, et se réveiller frais et dispo. Pas après 8 heures, pas après 9 heures, on se réveille frais et dispo. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on se réveille, on se sent bien. Si j'ai un athlète qui me dit qu'il se sent bien après 5 heures de sommeil, ça se peut que je ne le crois pas. C'est qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Il y a aussi l'aspect culturel. Mais en règle générale, c'est ce qu'on recherche chez un athlète ou chez quelqu'un qui veut bien performer. Puis, suite à ça, c'est aussi d'alléger la pression sur la fameuse nuit parfaite. Qu'est-ce qu'une nuit parfaite? Ouais. Une nuit parfaite n'existe pas. Point à la ligne. C'est le début et la fin de l'histoire. Il n'y a pas de perfection dans aucun comportement humain. Donc, au niveau du sommeil, la façon que j'approche, c'est on optimise nos heures. Fait que le fameux 8 heures, il est flexible. Donc, on optimise notre temps de sommeil pour avoir une banque de sommeil à la fin de la semaine. Donc, après 7 jours, est-ce que j'ai 50, 60, 70 heures de sommeil? Si la réponse est oui, dépendamment de tes objectifs, ta semaine est une réussite. À l'intérieur de ta semaine, sois sûr d'une chose, il va y avoir des nuits sous-optimales. Le but, c'est de garder ça à 1 ou 2 nuits sous-optimales, ce qui va faire en sorte que tu gagnes 6 à 1 ou 5 à 2. Ah. Donc là, on vient de diminuer la pression totalement sur j'ai eu une mauvaise nuit, donc ma semaine est à oublier. Absolument pas. C'est anticiper que tu as eu une mauvaise nuit pour, vous savez quoi, raison X, Y, Z. Ça peut être
plein de choses. Ça peut être le stress, ça peut être des examens, ça peut être au travail, ça peut être quelque chose qui est arrivé dans votre vie dernièrement, ça peut être COVID, évidemment. Ça peut être les gens qui réagissent fort au vaccin, ça peut être un bébé, ça peut être un enfant, ça peut être mille et une choses. Donc, d'essayer d'avoir une nuit optimale ou parfaite à chaque soir, c'est irréaliste. Donc, c'est à travers ça que je travaille beaucoup avec les patients, c'est de créer des attentes, atteignables et réalistes et qu'on soit optimal à notre fin de semaine. Ah, ça, c'est un bon point, ça. Fait que, quand tu dis que ton 8 heures de sommeil, ça, tu peux le déconstruire dans ta journée aussi? À une certaine limite, OK. il y a la fameuse, moi je l'appelle la pensée magique, là, le Ouais. sommeil biphasique, qui est deux segments de 4 heures. Ça, non, ça a été démontré que ce n'est pas aussi productif ou bénéfique qu'un bloc de sommeil. OK. Donc, la façon qu'on fait, c'est prenons un athlète, je lui demande 70 heures semaine, donc 10 heures par jour. Donc, le gros morceau de son sommeil, il va être dans sa nuit, dans sa fenêtre d'opportunité, en accordance avec à quelle heure il doit se lever, soit pour le travail ou pour les entraînements. On construit son horaire de sommeil, étant donné est-ce que c'est un oiseau de nuit, un intermédiaire ou un oiseau matinal. Puis, si on est capable de le faire dormir un 8 heures, 9 heures ou 7 heures, dépendamment de comment on est capable de le faire dormir, on va ajouter des siestes. Ouais, c'est Des ça. siestes pratiquement tous les jours. C'est plutôt comme ça qu'on construit notre sommeil quotidien, plutôt que d'essayer de faire 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. C'est au contraire, ça prend un immense bloc durant la nuit parce que notre cerveau fonctionne aussi avec la présence et l'absence de lumière. La présence de lumière, donc quelqu'un qui essaie de dormir de jour, n'aura pas la même qualité de sommeil que quelqu'un qui dort la nuit. Donc, quelqu'un qui dort de midi à 8 heures n'aura pas le même sommeil qu'une personne qui dort de minuit à 8 heures. Ça reste 8 heures, mais les facteurs environnementaux tels la lumière sont trop importants et ont trop d'impact sur nous et notre cerveau pour avoir la même qualité de sommeil. Il y a tellement de questions qui me viennent en tête, mon gars, c'est fou parce que je pense à plein de liens, là, mais tu parles des siestes, là. Pour commencer par ça, souvent on entend, bon, mais power nap, là, 15 minutes, 30 minutes max. As-tu trouvé c'était quoi, dans un contexte pour les athlètes, là, c'est quoi le temps d'une sieste idéale? Il ne faut pas qu'elle soit trop longue, j'imagine. Y a-tu un time frame, un nombre de minutes précisément ou... Encore là, ça va Précisément. dépendre de chaque personne, là, j'imagine. Mais... Ça dépend des athlètes et des âges d'athlètes. Là, on va y OK. aller avec un athlète qui est quelqu'un qui est majeur, donc OK. universitaire. Mhm. Donc là, on fait face à un athlète qui est en entraînement. On va lui demander des siestes, dépendamment aussi de son horaire d'école, d'une trentaine de minutes. OK. Donc, tout simplement, on va regarder son horaire. C'est toujours une question d'horaire. On est capable de trouver une zone d'une trentaine de minutes. La simplicité de la chose réside que tout le monde a un téléphone cellulaire. Mhm. On met un timer à 30 minutes dans un local ou à la bibliothèque avec une capuche, une lunette de soleil. On appuie sur notre 30 minutes. La sieste vient de débuter lorsque vous cliquez sur votre timer. Vous ne cherchez pas à dormir 30 minutes, vous cherchez un 30 minutes de aucune, aucune distraction. Un temps mort de 30 minutes. Si vous réussissez à dormir 7 à 12 minutes, c'est un bonus. Puis si vous êtes dans la zone transitoire, c'est-à-dire une personne qui cogne des clous, c'est une zone transitoire, donc c'est un stade 1 de sommeil. Donc, vous récupérez. Ah ouais. Les journées off d'entraînement, là, on va demander un 90 minutes à 2 heures de sieste si possible. Puis encore là, on essaie toujours de mettre ça réaliste. Tu sais, c'est des étudiants athlètes. Il y a une vie sociale aussi attachée à un étudiant athlète d'une vingtaine d'années. C'est rare sont ceux qui vont avoir vraiment 2 heures à chaque fois qu'ils ont une journée off. Souvent, ils vont prendre une journée off pour profiter de leur vie sociale aussi. C'est de s'asseoir hors avec eux, puis de mettre ça d'une façon stratégique, puis de voir aussi leur but, ultimement, à la fin de l'année, en bout de compte, c'est quoi leur but au niveau athlétique, performance. Puis avec ça, on construit aussi leurs habitudes de sommeil. Ce n'est pas parce que quelqu'un manque sa sieste de 2 heures qu'il va moins bien performer. C'est plutôt de l'autre côté qu'on le voit. C'est si tu as ta sieste de 2 heures, tu as plus de chances de mieux performer.
C'est comme ça qu'on construit les habitudes avec les athlètes. Puis avec ça, dépendamment de les jours de compétition, on va essayer d'avoir aussi sa sieste, mais de 30 minutes, un bon 2-3 heures avant la dite compétition ou le match. Puis ce qu'on peut faire avec ça, c'est d'ajouter un côté caféine. OK. On va avoir ce qu'on appelle un CAF nap. Donc, c'est une sieste caféinée. Donc, on prend un espresso juste avant sa sieste et on fait notre demi-heure. Donc, à la fin de la sieste, le café n'a pas eu le temps de se métaboliser encore dans le système. On a les effets bénéfiques de la sieste et quelques heures plus tard, donc le fameux 3 à 4 heures plus tard, on va avoir le pic du café jumelé à la sieste. Donc là, on a une performance. Et le lendemain, il faut s'assurer qu'on n'a rien de trop tôt le matin parce qu'on vient d'ingérer du café, donc il va être délétère pour notre prochaine nuit. Donc, quand je parle, il y a beaucoup de flexibilité à avoir et de compréhension derrière les buts et les objectifs de tous et chacun. C'est ce que je veux dire. Donc, on fait des stratégies basées sur l'horaire de l'athlète ou de la personne. Je l'avais déjà entendu, ce truc-là de café avant la sieste, justement, puis tu n'aurais pas parlé, je l'aurais oublié, mais je me demandais justement si ça faisait du sens, là. OK, c'est pas fou, ça. Puis hey, pendant ce que j'y pense, là, comme les 3 types de dormeurs, c'est-tu à peu près un tiers de la population pour chaque en moyenne ou vous avez Non, ça fluctue beaucoup, en fait. OK. Notre préférence circadienne, qu'on appelle, donc le type de dormeur qu'on préfère, ou nos horaires, nos opportunités, va évoluer avec le temps. OK. Donc, généralement, un adolescent, 13-14 ans, jusqu'à son 25-26 ans, il y a très forte chance que ces personnes soient des oiseaux de nuit. Cependant, dépendamment du sport dans lequel ils sont, on va prendre le triathlon, la natation. Vu la culture du sport, il y a beaucoup d'entraînements très, très matinaux. Donc là, c'est dur de savoir ce qu'on fait vraiment affaire avec un oiseau de nuit ou quelqu'un matinal. Pour qu'est-ce qui est de la distribution, réellement, dans toute la population, on a beaucoup plus d'intermédiaires. Par la suite, ça va être les matinaux. Et en dernière place, ce sont les oiseaux de nuit. OK. Ils sont présents, mais ils sont surtout présents dans une strate quand même assez précise de notre vieillissement, c'est-à-dire fin d'adolescence, début de l'adulte. Et à la suite, ils vont se stabiliser dans leurs préférences. Il y en a qui vont rester des oiseaux de nuit toute leur vie, mais la grande majorité va retomber dans son intermédiaire, donc le fameux 11 heures minuit. Ça ne veut pas dire que l'oiseau de nuit, une personne qui dort entre minuit et 2 heures du matin jusqu'à 8 heures, 10 heures, a un moins bon sommeil. C'est un sommeil, c'est pas meilleur avant minuit, c'est bénéfique dans l'opportunité ou dans la fenêtre dans laquelle tu en as besoin. Mhm. J'imagine quelqu'un qui est comme, disons, qui est plus je sais pas, il va comme à l'inverse de ce qu'il est réellement comme type de dormeur, puis c'est après ça pour des raisons professionnelles ou quoi que ce soit, puis il va un peu à l'encontre de ce qu'il devrait vraiment dormir, j'imagine qu'il va avoir des effets négatifs sur sa santé à long terme, parce que j'avais vu à un moment donné qu'avec le télétravail, il y a des gens, surtout dans les grandes villes, où souvent ils évitaient le trafic et tout ça, là, qu'ils pouvaient se lever plus tard parce qu'ils n'avaient pas besoin de se garder du temps comme 1 heure et quart de trafic, faisant en sorte qu'ils respectaient un petit peu plus leur cycle circadien eux autres ou leur type de dormeur, comme tu dis. Puis finalement, on se rendait compte vraiment qu'il y avait des bienfaits probablement au niveau de leur santé ou au niveau de leur mode de vie. Oui, effectivement. En Ça a du fait, sens. il n'y a pas beaucoup de positifs qui vont ressortir de la pandémie, évidemment. Non, non, en règle générale. Mais du côté sommeil, ça, c'en est un. Ça, OK. c'en est un. En fait, on va prendre Montréal, par exemple. Ouais. Quelqu'un qui habite soit à Brossard, Longueuil ou Laval, mais qui travaille au centre-ville. Mm. Et même si les transports en commun, on va parler d'environ 1 heure de transport en commun si tout va bien, rien ne Mhm. brise, il n'y a pas d'arrêt de service sur la STM. Donc, la personne qui débute son travail à 8 heures le matin, donc elle doit partir à 7 heures le matin, mais pour arriver à 8 heures. Donc, généralement, elle va partir vers 6h45 de la station. Donc, dépendamment de où est-ce qu'elle habite, elle part de la maison à 6h15. Donc, elle doit se lever environ à 5h30 pour quelqu'un qui travaille à 8 heures, qui habite à Laval, qui travaille au centre-ville à Montréal. Mm. Là, on vient de renverser tout
de tout, de A à Z, pour quelqu'un qui est un oiseau de nuit. La personne, si elle travaille de la maison, comme c'est possible maintenant, qui peut se lever à 7h30, si elle est bien organisée, peut ultimement se coucher vers 11h30, minuit, et se lever à 11h30, avoir 7h30 à 8 heures de sommeil. Cependant, si elle doit se lever à 5h30, cette personne-là ne sera probablement même pas capable d'aller se coucher à 9h30. Elle va être fatiguée, mais elle ne sera pas somnolente. Donc là, on vient de développer une anxiété anticipatoire à chacune de nos nuits, c'est un combat de tous les instants pour essayer de s'endormir. Donc, le télétravail a du positif pour ces gens-là. L'envers de la médaille, par contre, c'est le temps d'exposition aux écrans. Qui dit télétravail dit aussi écran. Dit aussi que ton milieu de vie quotidien, ton milieu de vie familial et aussi ton milieu de travail. Donc, c'est une réadaptation aussi de la maison qui va faire en sorte qu'il ne faut pas que la maison devienne un lieu de stress associé à son travail. Tout simplement, nous, ce qu'on prône, c'est que oui, le télétravail peut être bénéfique s'il est bien organisé, mais il va évidemment avoir un avant-COVID et un après-COVID pour le milieu du travail. Il va y avoir une réadaptation. De plus en plus de gens vont prôner de travailler de la maison, fort probablement pour diverses raisons, mais éviter le trafic, ça va être probablement une des raisons numéro un dans les milieux métropolitains. Les gens ne seront pas obligés de s'acheter une maison sur l'île de Montréal ou n'importe quelle autre grande ville. Je dis toujours Montréal parce qu'on parle au Québec. Ça peut être aussi à la ville de Québec, les gens qui ne veulent pas habiter nécessairement à Québec, mais qui doivent faire affaire avec le pont Pierre-Laporte tous les matins, tous les soirs parce qu'ils habitent sur la rive. Ben pour eux aussi, ça leur sauve beaucoup de temps. Le stationnement, on n'a plus besoin de se payer le pass de stationnement quotidienne ou hebdomadaire ou par mois. Les repas sont dans ton réfrigérateur chez toi. C'est ça. Il y a plein de choses. Mais la chose première, c'est que ton sommeil va faire en sorte que ça ne sera pas un instant de ta journée qui va être quelque chose d'anxiogène et stressant. Parce que finalement, tu peux y aller te coucher à minuit sans avoir à te battre. Puis là, pour faire du surf là-dessus, pour l'athlète, c'est la même chose. Si l'athlète travaille de la maison, mais que son lieu d'entraînement est près de la maison, là, les entraînements matinaux ne deviennent plus à 4h30 du matin. Un entraînement matinal va devenir vers 7h le matin. Et ou, lorsqu'il a terminé son travail, à 4h, 4h30, 3h30, 5h, il n'y a pas le fameux 1 heure de transport en commun pour revenir. Il peut aller s'entraîner en 15 minutes à côté de la maison. Donc là, sa soirée personnelle, son temps personnel devient beaucoup plus accessible et il va avoir moins de tentation pour cet athlète de pousser son sommeil un petit peu plus tard. Donc là, à travers ça, le télétravail va avoir été bénéfique pour le sommeil. Oui, vraiment. Tu sais, on le voit pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'exodes de Montréal. Il y a eu beaucoup de gens qui partaient plus de la ville, qui arrivaient, qui allaient plus vers les banlieues. Pour toutes ces raisons-là, l'accès à la propriété est plus facile également. Rendu là, c'est de regarder aussi, comme tu parlais, du temps d'écran qui va être prolongé avec le télétravail, aussi la sédentarité qui va être en augmentant. Fait que ça va être intéressant à long terme avec voir comment ça évolue la société de peser comme les pour, OK, le sommeil s'améliore, ce qui est vraiment bon, mais là, après ça, la sédentarité va prendre de plus en plus de place. Puis on le sait qu'aujourd'hui, sitting is the new smoking. C'est comme une façon de parler, c'est que de plus en plus, on est sédentaire. Fait que ça va être intéressant de regarder toute l'évolution aussi là, au niveau de toutes les sphères sociales. Là. Effectivement, mais cependant, avec l'absence de transport en commun, ou la diminution plutôt de transport en commun pour aller au travail, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui restent inactifs, ils sont toujours trop fatigués. Là, c'est une amélioration du sommeil. Là, on a l'impression d'avoir plus d'énergie. Puis, s'ils ont moins de transport en commun à faire, qui ont plus de temps personnel, là, leur demander le fameux 30 minutes d'activité physique à haute intensité par jour devient beaucoup plus accessible et réaliste. Vraiment. Parce qu'ils n'ont pas le 1 heure le matin, 1 heure le soir, puis il va y avoir plusieurs auditeurs, puis je dis 1 heure à Montréal, c'est des auditeurs de Montréal qui vont me regarder en disant 1 heure, je ne sais pas où tu habites, mais souvent, c'est plus que 1 heure. Et puis la neige n'est pas encore arrivée. Avec ça, c'est que là, c'est, comme j'ai dit, un avant et un après COVID. Il va y avoir
probablement, après une certaine adaptation, plus de gens actifs grâce au télétravail. Le plus gros défi va être qu'une fois que la journée de travail est terminée, la journée de travail est terminée. Mhm. C'est que l'ordinateur est très facilement accessible si on reçoit un email Mhm. tard le soir. Mhm. Donc là, ça va être plutôt cette construction-là pour ne pas être délétère sur son sommeil et une fois de plus être délétère sur ses performances en tant qu'athlète. Mhm. C'est intéressant, ça, vraiment. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les gens qui veulent améliorer leur sommeil? Tu sais, parce que, ben, by the way, je veux t'entendre le lien entre magnésium. Je sais pas si tu t'œuvres un peu dans le domaine, probablement que tu as déjà entendu ça, là, tu sais, comme le lien entre magnésium, qualité du sommeil. Parce que dans le monde de l'entraînement, dans le monde du fitness, c'est beaucoup véhiculé, là, comme quoi que bon, le magnésium, c'est comme n'importe quel minéral, il y a des bienfaits, puis au-delà de tout ça, mais est-ce que utilises-tu ça avec tes athlètes? Y a-tu vraiment un incident sur le sommeil? Qu'est-ce qu'il y en est réellement par rapport à ça? Si on se base sur les recherches, c'est pas vraiment de résultat probant. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas OK. vraiment, il n'y a pas de résultat probant. OK. Le magnésium va être surtout utilisé pour, puis encore là, il ne faut pas croire que c'est un remède Non, vraiment pas. qui, qui va faire foi de tout. C'est les gens qui sont aux prises avec le syndrome des jambes sans repos. Mhm. Euh, une addition de magnésium et de calcium sous ordonnance, c'est pas sous ordonnance, mais sous la recommandation de ton médecin de famille, pourrait alléger ou prendre soin d'une certaine portion de ce syndrome primaire du sommeil-là. OK. Pour qu'est-ce qui est des athlètes, le magnésium va toujours être un bon nutrient à prendre. Cependant, de le prendre comme étant une intervention au niveau du sommeil pour l'améliorer, je vous dirais que vous avez beaucoup d'autres choses à faire Vraiment. avant que d'arriver et de prendre du magnésium comme un plaster, si on veut, sur votre sommeil. Ah, Pas que ouais. c'est mauvais ou délétère, c'est plutôt que ce n'est pas la réponse ultime ou la réponse standard pour Mm. améliorer votre sommeil. C'est sûr Mm. que ça peut faire partie d'une intervention à un certain niveau, mais si on faisait une tarte, je vous dirais que le magnésium peut peut-être compenser pour entre 1 et 3 justement de ce que vous devriez Ouais. faire pour votre sommeil. Puis encore Mm. là, ça, c'est si vous en avez besoin. Mm. Ouais, c'est un bon point parce que ben, c'est comme je dis tout le temps, il y a tellement d'habitudes et de routines avant de se coucher qui est plus importante que le magnésium. Parce que souvent, on va voir les gens qui veulent améliorer leur sommeil, pouf, 2 capsules de magnésium, mais après ça, tu les regardes, elles sont encore devant leur écran dans le lit, pas de routine avant de se coucher, il n'y a rien qui tient en route. Fait que là, le magnésium, OK, tu vas probablement avoir l'effet placebo qui est très fort aussi, dire hey, je dors bien cette semaine, j'ai commencé à le prendre le magnésium, mais après ça, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration notable sur le sommeil sur le long terme. Fait que, comme tu dis, toute la routine, tout ce qu'on fait avant de se coucher, c'est tellement, mais tellement important, là. Justement, je veux t'entendre parler sur ça, la routine que tu recommandes à tes athlètes, que monsieur, madame, tout le monde pourrait intégrer. Ça, c'est Oui. des game changers. Ah oui, évidemment, c'est une habitude de vie, hein. Mhm. Le sommeil, plutôt l'hygiène de sommeil. Avoir une Mhm. routine, c'est ultra important. En fait, c'est primordial pour une bonne qualité de sommeil. Euh, Ce que je dis aux athlètes, c'est que malheureusement, le mot routine est associé négativement. Une routine, Ouais. c'est endormant, une routine, c'est plate, c'est ennuyant. Là, à ce point-là, avec mes patients et mes athlètes, je leur retourne ce commentaire, puis c'est à eux de faire en sorte que leur routine soit plaisante. Parce que cette routine, vous allez la faire quotidiennement. Donc, c'est à vous, le fardeau vous revient de faire en sorte de développer une routine qui est plaisante, stimulante à un certain niveau, mais aussi qui favorise le sommeil. Puis à partir de là, c'est aussi de savoir qu'il faut être apte à relaxer avant d'aller se coucher. C'est simple de dire, bon, il faut éviter le café, il faut éviter l'alcool, tout le monde, il faut éviter de fumer. Tout le monde est au courant que ces trois choses sont délétères pour le sommeil. Cependant, lorsque vient la question à un athlète ou à n'importe qui, à n'importe quel individu qui est en difficulté de sommeil, pouvez-vous me nommer trois choses que vous êtes capable de faire le soir pour vous relaxer
vous n'avez pas le droit de me nommer Netflix ou votre téléphone cellulaire. Donc, nommez-moi quelque chose à l'extérieur des écrans que vous aimez faire, parce que vous allez le faire souvent, et qui vous relaxe. La majorité des gens, si ce n'est pas 9 sur 10, ils me regardent avec 2 points d'interrogation dans les yeux. Il y a là aussi l'effet dramatique des écrans. Ce n'est pas nécessairement la lumière bleue, mais c'est que c'est en train de diminuer la créativité de l'être humain. Parce que quand on ne sait pas quoi faire, on prend notre cellulaire et on fait un petit peu de réseaux sociaux. Quand on ne sait pas quoi faire le soir, on va se mettre une série sur Netflix, Crave TV, Disney+, Amazon et tous les autres. Lorsqu'on enlève le réseau Internet, le LTE, le 5G, il n'y a plus d'Internet, les gens ne savent pas quoi faire de leur peau. Ils ont perdu toute cette habilité-là d'être créatifs. Donc, en sommeil, c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est que le problème de sommeil, généralement, arrive avant la nuit. Donc, une fois que tu t'es entraîné, que tu as mangé, que tu es de retour chez toi, puis 8 heures le soir, qu'est-ce que tu fais entre 8 heures le soir et 11 heures le soir? Est-ce que tu es toujours branché sur ton cellulaire ou sur ton écran? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour diminuer l'activité cérébrale tout en ayant du plaisir? Est-ce que c'est par la lecture? Est-ce que c'est par de la méditation? Est-ce que c'est par de la musique? Est-ce que c'est par un côté artistique, que ce soit de la peinture, que ce soit du modelage, que ce soit du dessin? Est-ce que c'est par des casse-têtes? Ça peut être n'importe quoi, tant aussi longtemps que c'est quelque chose que la personne aime. Parce que l'autre côté qui peut être mauvais de ça, c'est que beaucoup de gens maintenant, bon, ben, si tu veux dormir, il faut que tu médites avant de t'endormir. C'est vrai que c'est bon. Il y a des gens qui adorent la méditation puis qui vont l'utiliser quasiment tous les jours puis que ça leur est bénéfique. Puis eux, je les encourage à continuer. Ils ont trouvé leur solution. Cependant, de dire que ce chapeau fait à tout le monde, c'est complètement faux. Moi, je fais partie des gens qui ont de la difficulté avec la méditation. Ça ne me relaxe pas du tout, du tout. J'ai besoin, moi, c'est plutôt, j'ai d'autres stratégies. Mais chacun doit avoir sa stratégie et avoir l'habileté d'être capable de faire un auto-examen de qu'est-ce qui me relaxe ce soir, puis qu'est-ce que j'aime faire, plutôt que de se fier sur les recommandations X, Y, Z qu'ils vont pouvoir lire sur Google. C'est vraiment cet apprentissage-là qu'on fait avec beaucoup les athlètes. C'est si tu es capable de relaxer chez toi, lorsque tu vas être en compétition à l'étranger, tu vas avoir appris comment relaxer. Donc, à l'hôtel, dans un pays étranger ou dans une ville étrangère, tu vas être capable d'avoir ce bagage-là et de te calmer aussi, de te relaxer pour initier une bonne nuit de sommeil. Oui, ça, c'est un bon point, ça. Puis, tu parlais des lumières bleues. Ça, c'est toujours vrai qu'il va comme avoir une altération avec la production de mélatonine et tout ça. Oui, en fait, la lumière bleue, c'est un signal d'éveil qu'on envoie à notre cerveau. Donc, un signal d'éveil, le cerveau, même s'il est une excellente machine, est quand même assez facilement trompable. Avec de la lumière bleue, les écrans, notre cerveau va traduire cet indice environnemental ou cette façon de faire en termes de nous sommes en plein jour. Donc, la réponse au cerveau, ça va être de pousser ou de pousser la sécrétion de mélatonine un petit peu plus tard. Donc, ça, l'effet, c'est qu'on va diminuer notre sommeil ou plutôt la qualité de notre sommeil. Et notre cerveau fonctionne avec la présence et de l'absence de lumière. Donc, le jour, c'est important d'avoir de la lumière très tôt le matin pour débuter notre système d'éveil. Et le soir, c'est important de diminuer notre apport en lumière bleue ou en lumière, de quelconque la source, pour favoriser l'endormissement. Oui, je sais, c'est 2021, tout est sur un écran pour les étudiants athlètes. De là, mon point qu'il faut faire attention avec la diabolisation des écrans. Partout, vous allez lire 2 heures avant le coucher, vous devez mettre vos écrans à off. La réalité est que si un étudiant athlète revient à la maison après un entraînement, le transport, prendre sa douche, manger, il est déjà 21 heures, là, il doit étudier. Cet étudiant-là n'a aucune chance de réussir sans son écran. C'est plutôt d'avoir des stratégies adaptatives comme des lunettes qui bloquent la lumière bleue, des lunettes qui sont disponibles sur Amazon, c'est orange. Tant que vos lunettes qui bloquent la lumière bleue sont orange, vous allez être correct.
En fait, l'exercice est très simple à savoir si vous avez des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Si vous portez les dites lunettes, est-ce que vous voyez la couleur bleue? Si la réponse est non, vos lunettes sont efficaces. Si la réponse est oui, comme les fameuses lunettes de lecture qui supposément bloquent la lumière bleue, vous voyez tout de même la couleur bleue. Donc, vous ne bloquez absolument pas la couleur bleue. Donc, là, à partir de là, pour l'écran, ce que je débute à faire avec mes étudiants et mes athlètes, c'est est-ce qu'on est capable de mettre l'écran à off 30 minutes avant de se coucher? Qui est Là, on plus, développe. plus Là, on réaliste un développe. peu. Ouais. Exact. C'est réaliste, c'est pas, c'est atteignable. Puis là, on peut développer une routine. Mais c'est facile, le 30 minutes. Est-ce que maintenant, une fois que la routine est bien établie, qu'on n'est pas frustré de l'absence d'écran, est-ce qu'on peut faire 45 minutes? On refait la routine, on réétablit la routine, on restabilise, puis on essaie de se rendre à 1 heure. Toutes les occasions que vous avez de le fermer plus de 1 heure, on va les considérer en termes de bonus. OK. Si on est capable de faire une moyenne de 1 heure, on est gagnant. OK, parfait. Peut-être d'autres conseils là, qu'on entend souvent pour améliorer le sommeil. Bon, il y a comme limiter le temps d'écran, ça, on entend souvent de ne pas être couché dans le lit avec le téléphone puis la lumière bleue à 2 pouces de notre face, qui est, oui, d'un pour la lumière bleue, puis aussi comme pour l'information qui arrive de gauche puis à droite, puis on est hyper stimulé. Ça, c'est pas bon pour avant de se coucher. Après ça, j'ai souvent entendu dire comme garder la pièce de la chambre froide, comme quoi qu'il allait avoir une incidence au niveau production d'hormones de croissance durant la nuit, récupération. Est-ce que c'est toujours, est-ce que dans tes études ou dans ton parcours, tu peux valider que ça fait du sens ou plus ou moins de différence au niveau de la température de la chambre? Oui. En fait, première des choses, ça a une incidence. Mhm. On recommande 17 à 19 degrés Celsius OK, dans la ouais. chambre, mais la plus grosse recommandation, c'est est-ce que vous êtes confortable? Ouais, c'est ça. Lorsque j'ai travaillé en Arizona, j'ai des étudiants athlètes qui n'avaient pas les moyens de se payer un air climatisé. Mhm. Ils Bon pouvaient point. avoir 3-4 ventilateurs, mais dans le milieu du désert, 3-4 ventilateurs à 40 degrés à l'ombre, ça ne fait pas 17 à 19 degrés. Mhm. Donc là, si on martèle, vous devez avoir 17 à 19 degrés, sinon A, B, C, D. On vient de faire en sorte que le sommeil est devenu un inatteignable. Mhm. Donc, c'est toujours de faire en sorte, mais 17 à 19 degrés, c'est la règle générale. Soyez confortable. La OK. seule chose qui est pseudo-négociable ou même non négociable, c'est garder votre chambre noire, noire, Mhm. noire. Absence de lumière totale. Mhm. C'est la première des choses. Si vous voulez avoir un bon sommeil, ça prend une absence de lumière. Vous allez dormir pareil, même si c'est de la lumière. Je peux vous promettre que votre sommeil n'est pas d'aussi bonne qualité que si vous dormez dans la complète noirceur. Mhm. OK. L'autre chose pour les écrans, si vous avez assez d'énergie pour vous promener sur les réseaux sociaux, c'est que vous n'êtes pas somnolent. Donc, première des choses, vous ne devriez même pas être dans votre lit. Pas Mhm. d'écran dans le lit. Si vous voulez continuer à être sur les réseaux sociaux et que ça dépasse votre temps d'heure de sommeil habituel, juste en dehors du lit pour au moins protéger votre environnement de sommeil. Ouais, ça, c'est une habitude, justement, je voulais m'enligner là-dessus. Tu sais, comme les gens qui ont des télés dans leur lit, des postes de travail dans le lit, ça, on le voit souvent. Ceux qui étudient, bon, ben là, peut-être que si tu es étudiant, tu es dans une petite pièce avec des colocs, bon, j'en conviens, là, mais en règle générale, faire attention à ça. Je pense que le corps, le cerveau doit associer vraiment comme la pièce à coucher, une place pour dormir, se reproduire, that's it. Exact. Hein? Exactement. En fait, ce qu'on essaie de faire, l'exemple qu'on donne, c'est on aimerait que votre chambre à coucher ait le même impact que votre restaurant favori. C'est-à-dire que peu importe l'heure de la journée à laquelle vous allez conduire ou passer devant votre restaurant favori, immédiatement, vous allez avoir un menu qui vous apparaît en tête, vous allez avoir quasiment faim, Hum, même s'il est 2 heures d'après-midi ou 2 heures du matin. On aimerait que votre chambre ait cet effet apaisant-là. C'est-à-dire à toutes les fois que vous allez aller dans votre chambre à coucher, c'est pour vous endormir. Oui, effectivement, il y a la réalité étudiante-athlète qui peut avoir des plus petits espaces de travail. Ce qu'on fait, c'est qu'on va suggérer et organiser la chambre pour qu'il y ait un poste de travail, si c'est le seul endroit qu'il y a, mais étant donné qu'il y a un poste de travail et que ce ne soit pas le lit. Le lit ne peut pas être un poste de travail. Le lit, comme tu as mentionné, c'est fait pour dormir et pour des activités sexuelles.
point à la ligne. Ce n'est pas un endroit pour se stresser, s'angoisser ou travailler. C'est un endroit pour dormir et avoir des activités sexuelles. Donc, à partir de ce moment, c'est là devient la protection de l'environnement. Si tu veux regarder la télévision, tu as soit ton poste de travail ou tu as le salon. Si tu veux regarder des vidéos sur YouTube, Netflix ou peu importe, va sur ton lieu de travail ou va sur le divan. C'est juste une question de faire des associations positives avec ton lit. Oui, c'est ça. Puis tu es rendu là, le monde, ils prennent ce qu'ils sont capables d'intégrer, puis de garder dans leur routine, puis ce qui leur fait du bien. Il y a du monde que, comme tu disais, le 17 à 19 degrés, ça les rejoint plus ou moins. Bon, ben, peut-être travailler sur une autre habitude ou bien un autre sphère, si on veut. Souvent, c'est. Au-delà de tout ça, j'avais donné déjà des conseils, comme juste tamiser les lumières dans la maison, essayer d'allumer des chandelles, d'être un mode un peu plus smooth, un peu plus relax. Fait que ça, c'est tous des trucs que j'imagine qui pourraient être encore très bons à donner aux gens. Oui, en fait, ce qu'on dit, c'est en soirée, on essaie de reproduire une ambiance Mhm. plus relaxante, plus tranquille. Donc, chez moi, personnellement, c'est des lumières blanches, des lumières d'hôpital quasiment. Ouais. Ça n'existe pas. Mhm. C'est une habitude à prendre. C'est des lumières plutôt jaunes. Mhm. Oui, j'ai des adaptateurs pour l'intensité de la lumière. Non, le matin, je ne me cogne pas les orteils sur tous les coins de mur parce que je ne vois rien. C'est le soir, c'est jaune, c'est pas blanc, c'est plus relaxant. Et le matin, c'est totalement l'inverse. Tout est allumé. Il n'y a plus de rideau de fermé. Là, c'est le système d'éveil qui est en marche. On donne de la lumière, tout est à son maximum. Le soir, c'est l'inverse. On diminue graduellement la luminosité à laquelle on est exposé pour, une fois de plus, favoriser une relaxation, une diminution de l'activité cognitive pour qu'une fois qu'on arrive au lit, on soit déjà un petit peu relaxé et qu'on n'arrive pas dans le lit hyper stimulé. C'est un petit peu l'exemple d'essayer de mettre les freins à 100 km/h sur l'autoroute. Donc, on va en termes de productivité, rentabiliser son temps. Puis, il est 11 heures, il faut fermer les lumières. Le cerveau est, comme j'ai dit tantôt, c'est une excellente machine de guerre. Ce n'est Ouais. pas un robot non plus. Il faut Mhm. l'aider afin qu'il soit, lui, apte à optimiser sa régénérescence et sa récupération. Ouais, c'est bon. Puis je veux t'entendre aussi sur un autre, les gadgets qu'on voit de plus en plus. Tu sais, les montres, les Fitbit, là, que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont ça. Tu as la Oura Ring aussi, qui est la petite bague. Tu as le bracelet Whoop, là. Je sais pas. Tu sais, ça, j'ai su qu'il y avait il y avait une marge d'erreur aussi avec ces données-là, parce que c'est pas aussi précis que toutes les unités de mesure que vous allez faire en lab ou tout ça, mais c'est quoi la précision à peu près? Les gens peuvent se fier à ça? Parce qu'on voit tout justement, sommeil profond, le sommeil paradoxal et tout ça. Fait que juste nous expliquer un peu, est-ce qu'on peut se fier à ça? Puis la différence aussi, là, souvent les gens voient des fois des stats, ils disent « Ah, j'ai dormi tant en sommeil léger, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? » Fait que juste... En fait, il faut comprendre que ces gadgets, en fait, ces actigraphes-là sont partis d'un côté rationnel que l'absence de mouvement était du sommeil et que la présence de mouvement était une absence de sommeil. Okay. Donc, lorsqu'on ne bouge pas, on dort. Lorsqu'on bouge, on ne dort pas. Ça a beaucoup évolué depuis. Ces montres, Fitbit Inspire, Oura Ring, puis il y en a plein d'autres, Garmin, il y en a ActiWatch, il y en a plein. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ils vont être les standards d'évaluation de sommeil très prochainement. Ils collectent énormément de données, mais ils ne sont pas encore là. Cependant, lorsque ces données-là sont retournées à l'utilisateur, qu'est-ce que l'utilisateur peut faire avec ces données-là? C'est un peu comme si je te disais que tu as une personne qui est en embonpoint, qui va aller se peser chez elle le matin, qui voit qu'elle est à 235 livres, puis elle devrait être à 200. Elle reçoit la bonne information. L'information est valide, mais ce n'est pas une intervention de perte de poids. Même chose pour les montres ou le Oura Ring et tous ces gadgets de sommeil. Vous allez recevoir de l'information qui est quand même validée, mais qu'est-ce que vous en faites? Justement, si on vous dit que vous avez passé 5 à 10 de temps en zone 1,
55 dans zone 2, vous avez fait votre 20 de zone 3, puis votre 10-15 ou 15-20 en sommeil paradoxal. Qu'est-ce que ça dit à monsieur, madame, tout le monde? Probablement rien. Ce qui est important, c'est est-ce que cette information-là va vous aider à améliorer votre sommeil? Si la réponse est non, puis que lorsque vous avez les scores de récupération négatifs, est-ce que ça crée de l'anxiété? Si la réponse est oui, ben arrêtez de porter cette montre-là parce que la seule chose que vous avez, c'est de l'anxiété lorsque ça ne va pas bien. Puis ces montres-là sont excessivement bonnes pour les bons dormeurs. OK. Pour quelqu'un qui est un mauvais dormeur, cette montre-là est un désastre. Donc là, à partir de là, encore une fois, on fait quoi avec l'information? Est-ce que, l'information est valide? Est-ce que c'est fiable? Puis une fois qu'on a l'information, comment je fais pour changer mes comportements? Comment je fais pour changer ma nuit? Puis c'est plutôt vers là qu'on va vers le côté commercial de ces gadgets. Oui, ils sont bons, mais entre les bonnes mains. J'en ai beaucoup de patients qui viennent ici avec leur montre, puis je vais les donner. Et ultimement, qui rêvent 4 fois par nuit, est-ce qu'ils ont vraiment rêvé 4 fois par nuit? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ça change quelque chose pour eux? Non. C'est savoir quoi faire avec la donnée. Donc, oui, c'est des beaux gadgets à avoir. Je suis d'accord, j'en ai moi-même. Mais c'est qu'est-ce que ces résultats-là ont comme impact chez vous? Est-ce que ça ne crée que de l'anxiété? Parce que souvent, vous voyez les petits scores de récupération en bas du 80 ou est-ce que non, c'est juste pour le plaisir de la chose de calculer vos scores de récupération, voir combien de temps ça vous prend pour vous endormir, etc. Là, je n'ai pas de problème avec ça. C'est plutôt les gens qui vont prendre cette information-là comme une intervention. Ce n'est pas une intervention, c'est vraiment juste on vous redonne vos données basées sur un algorithme mathématique. Oui, parce que souvent, j'avais lu un papier sur ça, comme aujourd'hui, dans le monde de la santé, de l'entraînement, du fitness et tout ça, on vient qu'à avoir une anxiété créée par toutes les données. C'est comme on est en train de noter puis de mesurer tout. Comme moi-même, à l'entraînement avec mes clients, j'aime ça qu'ils notent leurs charges. Ça, en plus, il faut que tu notes tes charges, il faut que tu notes le. Bon, il y en a qui calculent les calories, calculent le nombre de grammes de glucides, calculent le sommeil, calculent tout. À un moment donné, c'est sûr que ça fait comme ça crée de l'anxiété. Fait que le point dans ça, c'est de retenir, c'est comme si ça crée de l'anxiété, oui, on arrête. Ou à l'inverse, il y a des gens qui sont capables de vraiment dire hey, tu vois, quand j'ai pris du café un peu plus tard aujourd'hui, j'ai pris cette routine-là cette semaine pour X raisons, hop, je vois sur ma montre comme peut-être mon sommeil est moins récupérateur. Fait que là, la personne est capable de tirer ses propres conclusions comme OK, le café, peut-être le prendre un peu plus tôt ou bien de changer une autre habitude. Je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir aussi. Oui, exactement. Il ne faut pas non plus faire de l'orthosomnie. Puis, en fait, c'est qu'à la fin de la journée, pour les athlètes qui commencent à mesurer et essayer de contrôler absolument tout, c'est impossible. Vous n'allez jamais être capable de absolument tout contrôler. Puis, à un certain moment, c'est qu'il n'y aura plus de plaisir. Puis c'est là que ça craque. C'est là que aller au gym, aller à l'entraînement, aller à la piste, aller au terrain devient une corvée plutôt que quelque chose de plaisant. Vous pouvez calculer vos glucides, vos protéines aussi longtemps que vous voulez. Les charges, c'est important, mais il faut qu'il y ait une certaine flexibilité. C'est la même chose pour le sommeil. 8 heures de sommeil, c'est seulement 24 divisé par 3. 8 pour le travail, 8 pour le sommeil, puis 8 pour la vie personnelle. Est-ce que la vie fonctionne de cette façon? Absolument pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une flexibilité d'adapter ou d'introduire à l'intérieur. Puis avec ça, ma banque de sommeil que j'ai parlé au tout début, est-ce que vous dormez le nombre d'heures adéquat selon vos objectifs par semaine? Si la réponse est oui, puis que la majorité des matins, vous êtes frais dispo, vous n'avez pas de problème de sommeil. Donc, vous pouvez continuer à collecter, amasser vos données. Est-ce qu'il y a un côté bénéfique? Probablement pas. C'est juste de la réassurance peut-être, mais encore là, c'est quelque chose que nous, on ne suggère pas. C'est une chose de plus sur toutes les tâches que vous avez accomplies de toute façon dans votre journée. C'est qu'à un certain point, la vie n'est pas seulement du travail. Oui, non, exact. Puis, tu parlais des appareils, il y en a de meilleurs que d'autres, sans faire une plug pour X compagnie. Je pense que moi, j'avais vu que la Oura Ring était vraiment intéressante autre que les bracelets, vu que
tout cas, je ne pourrais pas t'expliquer en détail là, comment ça fonctionnait différemment du bracelet. Y a-tu un que tu préfères mieux que l'autre ou peu importe? J'aime bien la Oura Ring parce qu'elle est petite, elle n'est pas Ouais, encombrante. Puis j'aime bien le Fitbit Inspire 2. OK. Je trouve que Fitbit est très bien. Si j'en avais à recommander, ce serait ces deux-là. OK. Euh, Sinon, ils s'équivalent pas mal tous et chacun, mais je te dirais que la Fitbit, en date d'aujourd'hui, est probablement celle qui a une avance sur les autres dans ce qui est d'amasser des données. OK. Donc, probablement que c'est elle qui est le plus en avance. Si vous voulez voir celle qui est le plus à jour, ça va être le, le Fitbit Inspire 2 va amasser, je crois, la variabilité du rythme cardiaque et la température du corps. Donc, si vous avez ces deux variables-là, c'est de plus en plus précis pour le sommeil. Mhm. Puis justement, les variables, tu sais, comme on a plein de variables, là, comme le HRV, REM sleep et tout ça, là, c'est juste en quelques lignes, point par point, ce qu'on voit généralement sur les montres. Es-tu capable de dire aux gens comme OK, HRV, c'est la variabilité cardiaque, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a comme impact? Après ça, le sommeil paradoxal, tout ça. Le sommeil paradoxal, ça va être la gestion des émotions. En fait, Ouais. c'est là qu'on gérerait nos émotions à proprement dit, mais encore là, est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'on suggère. Est-ce qu'on est capable de le prouver hors de tout doute? Non. OK, ouais. Donc, si vous avez environ 15 de sommeil paradoxal, posez-vous pas de questions. Mais encore là, est-ce que vraiment la montre est faite pour vraiment distinguer du sommeil paradoxal de non paradoxal? Mhm. On n'en est pas absolument convaincu. Pour ce qui est du HRV, la variabilité du rythme cardiaque, la plus grande qu'elle sera, le meilleur ce sera évidemment. Mhm. À partir de là, les montres sont quand même très bien faits pour calculer et amasser ces données. C'est quand même assez précis. À partir de là, d'un point de vue du sommeil, si on réfère toujours à l'entraîneur pour voir si la variabilité du rythme cardiaque concorde avec le niveau d'intensité de l'entraînement. Mhm. Puis un athlète qui voyage ou qui prend de l'alcool ou qui prend du café va avoir un impact aussi sur sa variabilité cardiaque. Mhm. Donc, ce qu'on suggère beaucoup pour les athlètes qui prennent des avions, ça recommence, c'est que les entraînements devraient être adaptés parce que suivant l'avion, suivant un décalage horaire, la variabilité cardiaque va être impactée. À partir de là, c'est peut-être de diminuer l'intensité de l'entraînement pour plutôt faire un entraînement de récupération, de remise à jour Mhm. pour laisser le temps au rythme cardiaque de se restabiliser dans sa norme. OK, parfait. Puis après ça, sommeil léger, tout ça, c'est à peu près le pourcentage. C'est juste les autres stades. Sommeil léger, donc le stade 2, généralement, on va regarder du 50-55 %. Le OK. stade 1, c'est ce qui va rester. On fait une dizaine de OK. pourcents qui traîne. Qui Mais en fait, traîne. le stade 1, c'est le stade transitoire. Donc, Mhm. pensez à tous les étudiants qui sont en classe à 8 heures le matin, 8h30 le matin, puis qui cognent des clous. Ça, c'est Mhm. un stade 1 de sommeil. Donc, Mhm. quand vous venez de vous coucher, que vous êtes en transition, donc vous êtes encore conscient, vous êtes en stade 1 de sommeil. Mhm. Lorsque vous tombez en sommeil, parce que personne n'est vraiment capable de dire exactement quand est-ce qu'ils vont s'endormir, c'est la beauté du sommeil pour les chercheurs, c'est que la personne est tombée peut-être en stade 1, mais va bientôt transitionner dans son stade 2 qui est, on va dire, entre parenthèses, du vrai sommeil. OK. OK. Ah, c'est intéressant. Tu glisses un mot sur les athlètes pour finir sur ça. Jonathan, pour faire un lien avec ton article, là, je pense que c'est David Savard, justement, qui prenait par exemple comme quoi que le fameux match contre les Leafs qui avait eu comme 4 périodes de prolongation, puis qui voyait que vu qu'il était dans la bulle, moins de déplacements, moins de décalage horaire et tout ça, là, puis il voyait qu'il avait vraiment des meilleures performances où il était capable de soutenir un effort plus longtemps. Puis là, on jase. Là. Comme dans le futur du monde professionnel, là, c'est comme le NHL va recommencer bientôt. Tu penses-tu que ça va changer? Comme avec les athlètes vont peut-être plus prôner ça, souvent le voyage, le déplacement entre les fuseaux horaires. Après ça, ça va peut-être changer comme les 2-3 games contre la même équipe. Souvent, tu vois ça peut-être
au baseball, tu vois ça souvent, là, mais NHL un peu moins. Tu penses-tu que ça va changer dans le futur ou bien? J'espère pour les athlètes. Ça Ouais. va faire une diminution du total de kilométrage qu'ils ont à voyager. Oui, effectivement, les 2 matchs dans la même ville vont aider. Mhm. Il ne faut pas oublier que quand l'équipe, Montréal va à Vancouver, il faut quand même qu'ils reviennent à Montréal. Mhm. S'ils vont à Vancouver et qu'ils jouent 2 parties à Vancouver, c'est un voyage de moins dans l'Ouest. Mhm. C'est 6 fuseaux horaires de moins à traverser. Mhm. Je crois que la prochaine négociation, ça va peut-être être apporté. En fait, je leur souhaite que ça soit apporté. Je crois que ça va être bénéfique pour eux. L'autre côté de la bulle, oui, l'absence de voyage, mais aussi le fait qu'il y avait beaucoup de tests à faire matin, midi, soir, Ouais. amenait un certain stress. Par contre, le meilleur sport qui nous a démontré l'impact de la bulle, ou l'absence plutôt des fans, des partisans, c'est la NFL. Mhm. L'année dernière, c'est la première fois depuis les années 60 que les équipes visiteurs ont un meilleur rendement que les équipes à la maison. Ouais, c'est fou, hein? Donc, à partir de là, oui, le fan, le partisan a un impact. Est-ce que c'est la bulle? Peut-être, mais toujours est-il que c'est l'absence de bruit au niveau de la NFL qui fait une grosse, grosse différence. Pour ce qui est de la NHL, la LNH, je pense qu'avec les divisions qu'ils ont, je prends toujours le Canadien comme exemple, si le Canadien va dans l'Ouest américain, donc Vegas, San Jose, Anaheim, Los Angeles, Arizona à plusieurs égards, même Colorado, s'ils sont capables de jouer plusieurs parties dans la même ville, on réduit considérablement le nombre de kilométrages qu'ils ont à parcourir. Donc là, on attaque et la fatigue et le nombre de fuseaux horaires traversés, donc moins de désynchronisation au niveau circadien, donc une meilleure stabilité au niveau des performances. Ça va être à voir qu'est-ce que les bien-penseurs, les grands penseurs de cette ligue vont vouloir faire avec ça, mais ils ont eu un bel exemple dernièrement dans la diminution des déplacements. Mhm. Mhm. Ouais, ça va être intéressant à suivre, ça. Écoute, Jonathan, merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Je t'aurais parlé encore pendant 1 heure là, du sommeil. Écoute, on est allé en surface là, dans plein de sujets différents. Je voulais vraiment que les gens fassent un lien entre, vu que tu es beaucoup dans la performance avec le sport et tout ça, tu sais, je veux pas monsieur, madame, tout le monde ou les guerriers de fin de semaine vont pouvoir y trouver leur compte parce que des fois, on est un peu tous des athlètes à notre propre façon, même si on n'est pas dans des hauts niveaux. Fait que je pense que les gens vont pouvoir s'inspirer de comme l'importance du sommeil pour les athlètes. C'est vraiment important, mais ça va être important aussi pour nous qui ont comme des carrières qu'on a avec les enfants et tout ça. Il faut mettre ça de l'avant. Fait que c'était Ah non, vraiment le sommeil, intéressant. c'est fondamental non seulement pour la performance, mais aussi pour la régulation des émotions, pour la créativité, pour votre pensée critique. Donc oui, priorisez votre sommeil. Et aussi, je devrais dire, si vous avez des difficultés de sommeil, n'hésitez pas à en parler à votre médecin de famille. Il y a des Mhm. gens, moi je suis en Alberta, mais il y a des gens au Québec qui sont formés, qui sont là, qui peuvent vous aider. C'est la pierre angulaire d'une bonne santé mentale et d'une bonne santé physique. Prenez-en soin, c'est important. Ouais, parfait. Ça, je pense que les gens vont garder ça en tête, puis on va faire des actions concrètes pour mettre ça de l'avant. Puis via des podcasts comme ça, ben, c'est une super bonne, un super bon média ou médium là, pour transférer l'information parce qu'on est capable de rejoindre plus de gens. Fait que j'espère que les gens vont aimer ça. Merci encore, Jonathan. C'était très, très, très pertinent. Merci Alexandre pour l'opportunité. C'était mon plaisir. C'était super le fun. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.